Sciences de la vie et de la Terre, des karyotypes diploïdes ou haploïdes. Quand on parle de diploïdes, on pense à 2. Quand on parle de haploïdes, on pense 1. Diploïde 2, haploïde 1. Ça veut dire quoi en gros? Mais ça veut dire que karyotype diploïde 2, ça veut dire qu'on aura 2 lots de chromosomes identiques. Voilà, donc ça veut dire que, en prenant l'exemple de l'espèce humaine, on a 23 paires de chromosomes. Ça veut dire que chaque chromosome est en double exemplaire. Et si on enlève un exemplaire de chaque chromosome, on se retrouve avec un seul lot de chromosomes. À ce moment-là, il n'y aura pas 2 chromosomes identiques. Donc, lorsque l'on parle de cellules, on parle de l'unité structurale et fonctionnelle qui possède, chez les cellules eucaryotes du moins, qui possède un vrai noyau. C'est quoi un noyau? Eh bien, un noyau, c'est l'ensemble d'une membrane nucléaire qui renferme ce que l'on appelle le nucléoplasme. Et dans ce nucléoplasme, il y a des chromosomes. 23 paires de chromosomes dans l'espèce humaine, soit 46 chromosomes. Alors, on dit que toutes les cellules qui ne donnent pas des cellules sexuelles, donc toutes les cellules autres que celles que l'on va trouver par exemple dans les testicules et dans les ovaires, eh bien toutes les autres cellules seront des cellules somatiques. Bon. Et les cellules somatiques possèdent, donc ce sont des cellules diploïdes, donc, qui possèdent évidemment dans leur noyau un nombre double de chacun des chromosomes. On dit que les chromosomes sont par paire. Bon. Donc diploïde, 2 lots de chromosomes. Alors si un lot de chromosomes s'appelle petit n, s'il y a 2 lots de chromosomes, on dira 2n. Dans le cas des gamètes, c'est-à-dire spermatozoïdes et ovules, on parle de un seul lot de chromosomes. On dit que les cellules sont haploïdes. Alors attention, parce que lorsque l'on se place par exemple dans les testicules ou les ovaires, les cellules mères des gamètes, c'est-à-dire celles qui vont donner par méiose, qui est une division spéciale correspondant à la formation des gamètes, donc qui vont donner par ces cellules mères sont des cellules qui possèdent 2 lots de chromosomes. Donc ce sont des cellules diploïdes. Pourtant, on dit quelquefois, dans certaines définitions de cellules haploïdes, que ce sont les cellules autres que celles qui vont donner les cellules sexuelles. Bon, donc attention au langage scientifique, c'est pas toujours très clair. Bref, pour ma part, je considère que les cellules haploïdes, que les cellules diploïdes plutôt, sont des cellules qui possèdent 2 lots de chromosomes. C'est normal, qu'elles soient à l'origine des gamètes ou non, s'il y a 2 lots de chromosomes, elles sont diploïdes. Bon. Où est la vérité? Bon. Cellules haploïdes, de toute façon, un seul lot de chromosomes, spermatozoïdes et ovules. Bon. Comment est-ce que l'on obtient les spermatozoïdes et les ovules? Eh bien, selon une division un petit peu spéciale que l'on appelle la méiose. Alors, spéciale, pourquoi dire spéciale? Elle est spéciale dans le sens où la reproduction que l'on dit conforme du matériel génétique se fait selon un mécanisme, selon une division cellulaire que l'on appelle la mitose. Autrement dit, toutes les cellules qui doivent se renouveler, et en partant de la cellule œuf, qui est une cellule diploïde, vont donner dans chacune de leurs cellules filles un lot diploïde, 2 lots diploïdes de chromosomes. Donc vous voyez, le problème, il est complexe si on veut, mais si on part d'une cellule œuf, elle va, par division cellulaire, donner 2 cellules qui auront chacune 2 lots de chromosomes. Bon, donc une cellule diploïde donne 2 cellules diploïdes. Vous voyez là qu'il y a un problème par rapport au nombre de chromosomes, et on verra que ce problème peut être résolu lorsque l'on considère qu'avant la division cellulaire, chaque cellule diploïde va doubler son matériel génétique. Bon.
Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, on essaie de... Donc, le karyotype d'une cellule eucaryote, c'est caractérisé par le nombre et la morphologie des chromosomes. Et la stabilité du karyotype, elle est assurée par une division que l'on appelle la mitose, que l'on étudiera un petit peu plus tard dans un autre cours. Bon, simplement, il faut le savoir, hein, mitose, méiose, méiose correspondant à une division particulière par rapport à la mitose et qui se déroule dans les ovaires et dans les testicules et qui sont à l'origine, enfin cette méiose est à l'origine des gamètes. Chaque gamète est haploïde, hein, vous avez bien compris. Bon, voilà. Donc la stabilité du karyotype, en tout cas, elle ne peut être assurée que grâce, alors, en grande partie, que grâce à la mitose. Hein, on verra qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y aura aussi la duplication du matériel génétique qui donnera deux lots identiques. Bon, on en reparlera, hein, même si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas. Alors, donc la stabilité du karyotype des cellules d'un individu et de ce descendant implique l'existence de deux modalités de division, avec une petite chose en plus que l'on appellera la duplication. Quelles sont ces différences fondamentales entre ces deux types de division cellulaire des eucaryotes? Eh bien, c'est-à-dire quelle est la différence entre la mitose et la méiose, tout simplement. Et on verra que cette différence, on peut le dire maintenant, elle se situera au niveau de la séparation de quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, au cours de la mitose, on verra qu'il y aura une séparation de chromatides, alors que au cours de la méiose, on aura une séparation de chromosomes homologues. Et ce sera là la différence essentielle. Bon, on en reparlera. Là, il s'agit juste de poser quelques problèmes que vous allez résoudre un petit peu plus tard. Alors, si l'on observe dans un document le karyotype d'une cellule somatique humaine, on s'aperçoit, alors, si on prend une photographie en couleur, par exemple, que vous allez trouver facilement sur Internet, vous allez essayer de trouver un cliché dont le résultat permet de montrer qu'il y a des couleurs, plein de couleurs au niveau des chromosomes. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de couleurs? Si on prend une paire de chromosomes, par exemple la paire de chromosomes numéro 1, on s'aperçoit qu'il y a que le bas est coloré en jaune, puis au-dessus il y a du rose, puis du bleu, du rose et du vert. Et ces bandes de couleurs sont situées sur chaque chromosome, au même niveau. Donc ça veut dire que si on a du rouge ici, on aura du rouge de l'autre côté. Alors là, il n'y a pas de rouge, mais si on prend du vert, alors au-dessus, je vous ai dit du vert, donc si on prend du vert ici, de l'autre côté, il y aura du vert ici. Ensuite, il y avait du rose. Donc ça veut dire que cette bande-là sera rose, ça veut dire que cette bande-là sera rose. Donc vous avez compris que 2 chromosomes identiques, alors presque, hein, ce sera identique aux allèles près. L'allèle étant la version, enfin 2 allèles étant 2 versions différentes d'un même gène. Bon, on en reparlera aussi. Bon, quoi qu'on a vu ça en seconde. Alors, pour obtenir ces couleurs, comment est-ce que l'on fait? Ça ne veut pas dire que les chromosomes sont colorés naturellement. Mais ça veut dire que l'on utilise des sondes moléculaires, c'est-à-dire ce sont des molécules en fait qui vont être colorées par fluorescence ou radioactivité. Là, en l'occurrence, ça pourrait être fluorescence, et qui vont aller se fixer sur une cible spécifique. C'est-à-dire la fixation se fera de manière spécifique. Donc là, si on prend un chromosome, on prend une portion de chromosome, eh bien, on envoie une cible, donc une sonde moléculaire, qui va se fixer de manière spécifique à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là aussi. Donc aux 2 endroits, au niveau des 2 chromosomes homologues. Et on prend une autre sonde qui ira se fixer à ce niveau-là, par exemple. Bon, voilà. Donc ça veut dire que toutes ces bandes de couleurs que l'on trouve correspondent à autant de sondes moléculaires différentes qui vont colorer à un endroit, de manière spécifique, tel ou tel endroit, telle ou telle zone du chromosome. Donc c'est ce qui donne, sur une photographie que vous allez pouvoir trouver sur Internet, eh bien, des chromosomes qui ont, pour chaque chromosome homologue en tout cas, les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Donc ça veut dire que
ça veut dire en fait que ces chromosomes sont bien identiques. Si on trouve les mêmes couleurs aux mêmes endroits, si la sonde spécifique s'est fixée à un endroit spécifique, ça veut bien dire que, bien que les chromosomes homologues sont identiques. Maintenant, on ne peut pas différencier, on ne peut pas dire à ce niveau-là où sont les gènes. Les gènes sont des petites portions d'un chromosome, alors de l'ADN en tout cas, et sachant que des gènes ont différentes versions que l'on appelle des allèles, on ne peut pas savoir où se trouve tel ou tel gène. Mais on peut simplement caractériser le fait qu'on a des chromosomes homologues et que cette homologie, ce caractère homologue est rendu visible grâce à une coloration, grâce à des sondes fixées de manière spécifique. Bon, donc on a dit, hein, ces sondes moléculaires sont capables de se fixer sur des régions spécifiques de l'ADN des chromosomes. Alors, voilà, donc le karyotype est obtenu. Donc le karyotype où vous allez voir 23 paires de chromosomes, c'est obtenu bien évidemment à partir d'une cellule somatique qui est diploïde. Alors, à l'exception des globules rouges qui n'ont pas de noyau, qui n'ont pas de chromosomes pour X raisons, bon, évidemment. Sinon, toutes les autres cellules somatiques sont en théorie diploïdes. Et on peut donc relever, visualiser ce karyotype. Alors évidemment, le karyotype, ça correspond à une technique un petit peu spéciale. Il faut que la cellule soit en cours de division cellulaire. Il faut que l'on bloque la division cellulaire à un stade précis de la division que l'on verra un petit peu plus tard. Et puis ensuite, il faut que l'on range ces chromosomes, qui sont un petit peu dispersés, un petit peu n'importe où, lorsqu'on prend une photographie au microscope. Donc il faut les ranger. On s'aperçoit que le rangement donne quelque chose de bien clair, bien organisé, bien ordonné. On s'aperçoit bien qu'il y a bien 23 paires de chromosomes homologues dans une cellule diploïde. Maintenant, on peut regarder, selon la même technique qui permet d'obtenir le karyotype, par exemple, d'un spermatozoïde. Alors, un spermatozoïde, c'est quoi? C'est une cellule qui est plus ou moins ovale, qui possède un noyau et qui possède un flagelle. Alors, voilà, donc ce spermatozoïde, il est capable de se déplacer grâce à ce flagelle qui va lui donner l'énergie nécessaire pour se déplacer. Et donc à l'intérieur de cette cellule, il y a un noyau, et dans ce noyau, il y a des chromosomes, 23 chromosomes dans l'espèce humaine, et non pas 23 paires, attention. Donc on a 23 chromosomes, seulement 23. Donc ça veut dire que on n'a pas les paires de chromosomes. Où est passée l'autre paire de chromosomes? Eh bien, elle a été répartie dans un autre spermatozoïde au cours de la division que l'on appelle méiose. Alors, il y a un mécanisme qui permet la formation des gamètes que l'on appelle la gamétogenèse, genèse, c'est plutôt genèse. Hein. La genèse, c'est plutôt genèse de l'univers, genèse, etc. Bon. Donc, gamétogenèse. Bon, donc voilà, donc pareil, hein, vous pouvez trouver un karyotype de spermatozoïde ou d'ovule, au choix, et vous allez trouver un seul lot de chromosomes que vous allez pouvoir classer, ranger si vous le souhaitez. Alors pour ça, il faut trouver une image adaptée au classement, évidemment, où vous pouvez trouver un karyotype directement classé. Donc voilà. Alors après, vous allez dire, mais est-ce que le chromosome sexuel d'un spermatozoïde est toujours Y? Le chromosome sexuel d'un ovule est toujours X. Toujours. Mais le chromosome sexuel d'un spermatozoïde peut être soit X, soit Y. Alors lorsqu'il y aura une fécondation entre entre un spermatozoïde qui possède X et un spermatozoïde qui possède Y, la cellule œuf donnera un garçon. Et si on a XX, la cellule œuf donnera une fille, bien évidemment. Alors, division cellulaire et stabilité du karyotype, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un testicule, par exemple, et on regarde les cellules mères des spermatozoïdes,
alors que l'on pourrait peut-être appeler cellules somatiques. Bon, je vous dis que cellules somatiques, ce sont les cellules du soma. Bon, le soma, c'est l'ensemble des cellules, enfin c'est l'ensemble du corps, autre que ce qui est sexuel. Alors, encore une fois, un petit conflit par rapport au langage. Bon, moi je préfère dire, pour ma part évidemment, hein, je ne dis pas que j'ai raison, je préfère dire cellules mères des spermatozoïdes. Donc, si on prend dans les testicules les cellules mères des spermatozoïdes, par division cellulaire, que l'on appelle la méiose, cette cellule mère va donner des spermatozoïdes. Donc, un lot, enfin une cellule possédant 2 lots de chromosomes, donc une cellule haploïde, va par méiose donner des gamètes qui auront un seul lot de chromosomes. Ça, il faut bien le comprendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on aura dans la cellule somatique, alors dans la cellule mère des spermatozoïdes, 2 lots de chromosomes. Alors on va prendre 2 lots, imaginons 2 lots, donc là ça symbolise une seule paire de chromosomes, mais on imagine 23 paires de chromosomes. Bien, 2 lots de chromosomes, eh bien, au cours de la première... Alors il y a 2 divisions dans la méiose, première division de méiose, deuxième division de méiose, eh bien il y aura séparation des chromosomes homologues. Donc chaque lot va aller dans un spermatozoïde, donc on aura 2 spermatozoïdes. Oui, mais après, comme les lots sont... Enfin, il y a 2 chromatides par chromosome, il faudra que les chromatides se séparent, et là on réobtiendra une séparation avec en fait deux spermatozoïdes qui vont posséder chacun, alors 2 par là et 2 par là, donc ça fera 4. Donc à partir d'une cellule mère, on obtient 4 spermatozoïdes qui posséderont chacun un seul lot de chromosomes. Ce seront des cellules haploïdes. On fait le même raisonnement dans les ovaires. On a des cellules mères qui vont donner des ovules, et une cellule mère possède 2 lots de chromosomes, donc 23 paires, là on prend une paire de chromosomes, séparation au cours de la première division de méiose, et deuxième division de méiose qui sépare les chromatides, on obtiendra 4 ovules en théorie. Vous allez voir que les choses sont un petit peu plus compliquées. Bon, donc, cellule mère donne donc une cellule mère diploïde donne des cellules filles, 4 cellules filles, en l'occurrence ici, que ce soit dans les testicules, enfin, pour la cellule mère des spermatozoïdes ou pour les cellules mères des ovules, on obtient donc 4 cellules filles haploïdes. Donc voilà. Ensuite, on prend au hasard un spermatozoïde, un ovule, et puis la fécondation va donner une cellule œuf qui sera diploïde. Pourquoi? Parce qu'un lot haploïde dans l'ovule, un lot haploïde dans le spermatozoïde, fusion des deux au cours de la fécondation, donc fusion des deux, on obtient bien 2 lots de chromosomes identiques. Donc on a un réassemblage des chromosomes homologues. Alors ça ne veut pas dire que les chromosomes homologues vont ensemble, hein. Ils sont répartis dans le noyau de la cellule œuf. Mais on a bien, en tout cas, rétablissement de la diploïdie, donc diploïde, donc 2 lots de chromosomes dans la cellule œuf. Puis la cellule œuf va subir une division que l'on appelle une reproduction conforme en donnant des cellules qui seront identiques, enfin en tout cas le nombre de chromosomes sera identique. Si dans la cellule œuf on a 23 paires de chromosomes, bien dans chacune de ces 2 cellules filles, on aura bien 23 paires de chromosomes également. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une duplication du matériel génétique, donc des chromosomes on va dire, mais en fait ce sera de l'ADN, et puis que l'on obtienne donc un doublement, donc on passera de 2N à 4N, de manière à répartir de chaque côté 2N et 2N dans chacune des cellules filles. Là on dit que la reproduction elle est conforme au niveau du matériel génétique. Attention, conforme au niveau du matériel génétique. Bon. Donc voilà, donc il s'agit là du cycle biologique qui est commun aux plantes et aux animaux. Alors, voilà, donc dans la plupart des animaux, les sexes sont séparés, les gamètes sont produits par les testicules et les ovaires. Une cellule œuf va donner un nouvel individu, on l'a dit. Les divisions qui vont s'en suivre se feront sous forme de divisions mitotiques, ce sont des mitoses. Et chaque fois que l'on se placera dans les organes sexuels, en fait, on parlera de méiose. Voilà, alors chez les plantes à fleurs,
Alors on dit que lorsqu'il y a deux sexes différents, on dit que la reproduction est sexuée. Ce qui s'oppose à la reproduction asexuée. Par exemple, si vous prenez une bouture de géranium ou de rosier, vous coupez une tige, vous plantez dans la terre, des fois vous avez une nouvelle plante qui apparaît. Par exemple, là c'est une reproduction asexuée. Vous prenez une pomme de terre, vous la plantez, il n'y a pas besoin de fleurs, pas besoin de pistils, pas besoin d'étamines, hop, vous obtenez un pied de pomme de terre. La reproduction est asexuée. Bon, c'est un exemple. Bon, mais en général, chez les plantes à fleurs, il y a une reproduction sexuée. Chez les humains, chez les animaux aussi, il y a une reproduction sexuée. Donc étamine côté mâle, on va dire entre guillemets chez les fleurs, et le pistil côté femelle, donc côté féminin. Bon, voilà. Donc on a parlé de stabilité du karyotype avec une réduction du nombre de lots de chromosomes au cours de la méiose. Voilà. Maintenant, division cellulaire, diploïdie, haploïdie. Une cellule, elle est dite diploïde. Alors, on en a parlé, je vous ai expliqué, je répète juste les choses. Alors, une cellule est dite diploïde si les chromosomes qu'elle contient peuvent être associés par paire de chromosomes homologues. Si c'est possible, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors, je ne tiens pas compte des anomalies qu'il peut y avoir au cours dans certaines cellules. Bon. Voilà, le nombre total de chromosomes, on dit que lorsqu'il y a deux lots de chromosomes homologues, on dit 2N. Voilà, donc 2N signifie qu'il y a deux lots de N chromosomes homologues, évidemment. Alors, lorsque les cellules possèdent un seul lot, on dit que les cellules sont haploïdes, ça veut dire un seul lot de chromosomes. Dans ce cas, il n'y a pas de chromosomes homologues, mais les chromosomes homologues sont rétablis au cours de la fécondation. Donc la mitose, c'est bien un processus de division cellulaire qui est conforme, donc qui reproduit de manière conforme le matériel génétique. Donc on conserve bien le nombre de chromosomes de la cellule initiale, que l'on avait appelée la cellule mère, soit des spermatozoïdes, soit des ovules. Bon, mais il n'y a pas que les divisions au niveau qui donnent une cellule œuf. Il y a d'autres divisions qui ont lieu dans le corps humain, mais on n'en parle pas. Alors, la méiose, c'est un processus de division cellulaire, c'est un processus qui est particulier, comme je vous l'expliquais, qui permet la formation de gamètes haploïdes. Voilà, donc nous avons compris qu'il y avait une nécessité de deux divisions cellulaires différentes qui permettaient donc de passer d'un état diploïde à un état haploïde et de l'état haploïde à l'état diploïde, au cours d'un cycle biologique relativement complet. Voilà, on a globalement parlé des différences fondamentales entre ces deux types de division cellulaire chez les eucaryotes, c'est-à-dire cellules qui possèdent un vrai noyau, c'est-à-dire mitose, méiose. Bon, on a fait une première approche, évidemment, nous allons détailler tout cela un petit peu plus tard. Voilà, des karyotypes haploïdes ou diploïdes, je pense que nous avons compris. Le cours est terminé. Merci.